Bonjour. À travers cette vidéo, nous allons vous présenter notre cas clinique sur la germectomie des dents de sagesse mandibulaire. C'est un patient masculin âgé de 20 ans, en bonne santé générale, pas de médication, pas d'antécédents médicaux, pas d'allergie, non-fumeur et une hygiène dentaire correcte. Nous avons constaté la présence de dents de sagesse lors du bilan radio. À l'aide de la radio panoramique, nous avons pu observer la position, le stade d'édification, ainsi que ses rapports avec les structures anatomiques avoisinantes. Un examen complémentaire 3D de type CBCT ne s'est pas avéré nécessaire, les dents ne présentant pas de relation particulière avec le nerf dentaire inférieur. En effet, une corticale osseuse est objectivable sur la pano entre les germes et le canal dentaire. De plus, les dents étant toujours au stade de germe, elles ne présentent pas de racines. Le patient étant déjà âgé de 20 ans, on ne doit plus s'attendre à une croissance antéro-postérieure de la branche horizontale de sa mandibule. De ce fait, on se rend vite compte qu'il existe un manque de place réelle pour espérer une éruption correcte des dents de sagesse inférieures. Le patient présente un triangle rétromolaire très restreint, étant donné la faible distance existant entre la crête temporale de la branche montante et le bord alvéolaire distal de sa seconde molaire, comme représenté sur la radio avec la double flèche rouge. On voit que la totalité de la couronne est retenue par la branche montante. La relation des dents de sagesse inférieures avec la branche montante, selon Pell et Grégory, est de classe 3. La crête temporale de la branche est placée fort proche de la face distale de la deuxième molaire. Il n'existe donc aucune place permettant l'éruption de la troisième molaire. De ce fait, les risques de la non-éruption de cette dent sont les risques infectieux tels que l'abcès, la cellulite ou encore la péricoronarite, la présence d'une poche en distale de 7, voire même une résorption de la racine distale de 7, ainsi que l'évolution d'un kyste péricoronaire. Dans ce cas-ci, il vaut mieux les intercepter avant que ces soucis ne se manifestent. Il y a plus de bénéfices que de risques à extraire ces dents de sagesse. Étant donné qu'elles sont toujours au stade de germe, il n'y a pas ou peu de risque d'engendrer des lésions nerveuses, car le germe ne présente pas de rapport suspect avec le nerf, et encore moins de risque d'engendrer une fracture osseuse. La dent ne présente ni ligament parodontal, ni de racine. Il n'y a donc pas de raison de forcer pour réaliser la germectomie. Voici notre table de chirurgie comportant entre autres un manche de bistouri avec différentes lames, différents décolleurs et écarteurs, des fraises chirurgicales, des élévateurs, des luxateurs, une curette alvéolaire double de Lucas, une pince-souris, un porte-aiguille, une paire de ciseaux et un fil de suture. Pour commencer, nous avons réalisé les anesthésies contenant des vasoconstricteurs. L'anesthésie pour ce genre d'intervention doit comprendre le nerf lingual, le nerf buccal et le nerf dentaire alvéolaire inférieur. Nous avons réalisé une anesthésie à l'épine de Spix qui a permis d'endormir le nerf alvéolaire inférieur ainsi que le nerf lingual par diffusion. Un complément pour le nerf buccal a été réalisé au niveau du butinateur dans la muqueuse jugale. Après avoir vérifié la prise de l'anesthésie, hémi-lèvres, hémi-langue, muqueuse buccale et linguale endormie, nous avons commencé l'intervention. Après l'anesthésie, le patient réalise un bain de bouche désinfectant, puis nous mettons en place un champ stérile opératoire. Le dégagement des tissus mous doit assurer une ouverture large qui permet de réaliser la trépanation osseuse ainsi que l'emploi de rotatifs en toute sécurité durant la chirurgie. Il faudra donc veiller à pouvoir mettre en place des écarteurs sans avoir à exercer trop de tension ou traction sur les tissus mous et ainsi risquer de les déchirer. Il est important de garder l'intégrité de notre lambeau en bon état afin de pouvoir assurer une bonne réattache anatomique de celui-ci suite à l'intervention et également de restaurer correctement le parodonte marginal des dents voisines. Ce tracé d'incision est divisé en 3 parties. La première est l'incision rétromolaire. Elle traverse le centre du triangle rétromolaire. Placée dans l'axe de l'arcade, elle rejoint le milieu de la face distale de la seconde molaire. L'incision est réalisée en pleine épaisseur avec un contact osseux tout le long. La deuxième est une extension postérieure. Il s'agit d'une incision oblique mucopériostée postérieure à 45 degrés vers l'oreille. Elle ne doit pas être le prolongement de l'incision précédente, sinon elle risquerait d'être au-delà du plan osseux, à l'intérieur par rapport à la branche montante, avec un risque de sectionner le nerf lingual en situation haute. L'extension postérieure doit donc être située dans le plan osseux, à travers le sillon temporal et vers le bord intérieur de la branche montante. Cette extension permettra donc un bon décollement mucopériosté et un accès large de la table osseuse vestibulaire sans traction excessive du lambeau. Il est important de palper le relief osseux pour savoir où inciser.
L'incision se fait d'arrière en avant et de dehors en dedans en gardant le contact osseux. La troisième est une extension sulculaire antérieure. Pour avoir un bon accès à la corticale osseuse vestibulaire en regard du germe, une extension sulculaire antérieure est nécessaire. On va réaliser un décollement mucopériosté depuis l'incision rétromolaire jusqu'au milieu de la face vestibulaire de la première molaire. Cette incision rentre dans l'espace interdentaire pour pouvoir décoller la papille entre les deux molaires et ainsi garder son intégrité. Le décollement mucopériosté se fait à l'aide d'un décolleur double. Il est essentiel de préserver la qualité des tissus mous pour obtenir en fin d'intervention une fermeture hermétique. Une fois le décollement mucopériosté effectué, on maintient le lambeau par un écarteur non traumatisant en appuyant son extrémité sur la corticale osseuse. Ensuite, nous avons dégagé le couvercle osseux qui recouvre la couronne à l'aide d'une fraise boule à os. L'examen radiologique nous a permis de visualiser la quantité d'os à éliminer, mais également de calculer la distance entre la face distale de la deuxième molaire et le plafond osseux du germe afin de savoir où fraiser. La portion vestibulaire de la couronne est découverte jusqu'à sa ligne de plus grand contour. Il faut veiller à bien respecter la paroi osseuse interdentaire pour ne pas exposer la racine distale de la deuxième molaire et risquer de créer une poche par la suite. La fragmentation du germe est destinée à limiter l'étendue du dégagement osseux. À l'aide d'une fraise Zegria, nous avons réalisé une première section dans le sens vestibulo-lingual en laissant une fine paroi pour s'assurer de ne pas aller léser le nerf lingual. La section est ensuite complétée par l'utilisation d'un luxateur droit. Dans ce cas-ci, nous avons également effectué une section perpendiculaire à la première pour faciliter l'extraction des fragments et éviter de devoir reprendre encore dans l'os. Ensuite, nous avons nettoyé soigneusement l'alvéole avec la curette de Lucas et extirpé le sac folliculaire à l'aide d'une pince souris à dents. Une fois que nous avons obtenu un contact osseux sur toutes les parois, nous avons rincé au liquide physiologique, puis nous nous sommes assurés de former un bon caillot sanguin. Pour finir, 2 points simples ont été réalisés en distal de la dernière molaire, ainsi que 1 point simple en interpapillaire avec du vicryl rapide, tout en s'assurant d'avoir une bonne herméticité et un bon repositionnement anatomique du lambeau sur les dents voisines au site de la germectomie. Nous ne pouvons pas vous exposer les suites opératoires et la cicatrisation, le patient ne s'étant plus représenté.